Est-ce que vous devez quitter votre boulot de salarié pour devenir entrepreneur, pour devenir à votre compte ou pas? Ça va être la thématique de l'audio d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un ancien client de chez DDP qui a fait le programme Abondance il y a quelques années. C'est une personne, je vais pas dire son nom pour des questions d'anonymat, qui m'a envoyé un message parce que c'est une personne qui fait du trading en plus de son travail de salarié en CDI. Je crois qu'il est ingénieur ou chef de projet, quelque chose comme ça. Et en gros, comme j'ai un peu fait un parcours similaire, il me posait la question, selon toi, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui a fait que toi, Mac, tu aies décidé, lorsque tu étais salarié, de devenir chef d'entreprise à plein temps? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc., etc. Donc, je vais vous lire à haute voix son message. Salut Mike, je voulais savoir, en ce moment, je suis dans une grosse période d'hésitation. Globalement, je suis devenu trader profitable par la force des choses et mon travail acharné et mon refus d'abandonner. C'est clair que quand tu développes ce type de high income skill, tu ne vois plus la vie sous le même prisme. Ce n'est plus une affaire d'argent. C'est que finalement, là, je me lève et je fais ce que j'aime chaque jour. Problème, je suis toujours salarié. Je sais que tu as déjà eu des DP et été salarié en même temps. À un moment, tu as forcément eu le déclic où tu t'es dit mince, je peux vivre de mon business et de ce que j'aime faire. Et là, je traverse ça en ce moment. Pour mon employeur, je suis exceptionnel. Il fait tout pour me garder, mais clairement, j'ai le cul entre deux chaises. Que s'est-il passé pour que tu sautes le pas? Je crois que tu es sûrement la meilleure personne qui sait ce que c'est. Tu es le seul entrepreneur qui a réussi que je connais. Il y a beaucoup de choses dans son message et alors je vous préviens par avance, cet audio va être complètement déstructuré. Je n'ai pas préparé de plan, je suis pas en train de suivre un script comme le font beaucoup de personnes. Je vais vous dire ce que j'en pense de manière franche et honnête, comme vous le savez. Et je vais le dire d'emblée, c'est une position très tranchée que j'ai, mais je pense que 95% des personnes qui écouteront cet audio, vous ne serez jamais des entrepreneurs, ni même des chefs d'entreprise, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que la majorité des gens ne sont pas destinés à ce métier. La majorité des gens sont destinés à rester salariés, et c'est pas c'est pas une insulte ou une mauvaise chose de dire ça, parce que être salarié, ça a de gros avantages, et je m'en suis rendu compte avec le temps quand je suis devenu chef d'entreprise, parce que quand on devient entrepreneur, quand on devient indépendant, on se rend pas forcément compte des avantages de ce métier, mais aussi des gros inconvénients qu'il y a derrière, chose que j'ai fini par découvrir avec le temps. Et je vais vous expliquer ce que c'est pour que vous puissiez mûrir votre choix si aujourd'hui vous êtes en pleine hésitation. Est-ce que je vais au bout de ma carrière de salarié de CDI? Est-ce que je deviens entrepreneur? Est-ce que je deviens freelance? Qu'est-ce que je devrais faire? Etc., etc. Avant de vous donner de répondre à ces quelques points clés, je vais revenir rapidement sur mon parcours, ce que vous connaissez peut-être pas forcément dans le détail. Donc, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, vous me suivez grâce à DDP, donc Dragueur de Paris, qui est mon site de séduction pour hommes et qui est mon premier business que j'ai monté en 2016 à l'époque. Donc, pendant 10 ans, j'ai été ingénieur dans l'aéronautique, puis ensuite chef de projet. Donc, j'ai travaillé pour des entreprises comme Bull Informatique, que vous connaissez peut-être, Airbus et Direction Générale de l'Armement, qui a été mon dernier employeur. Donc, une carrière d'à peu près 10 années comme ingénieur. Et les choses ont commencé à changer à partir des années 2016-2017. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait complètement par hasard. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se voyait comme entrepreneur ou chef d'entreprise. Quand j'étais en école d'ingénieur d'ailleurs, à l'époque, quand on nous posait la question « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans ?» Moi, je le disais honnêtement, en école d'ingénieur, quand on me posait la question, je me voyais faire carrière dans un grand groupe. Je me voyais faire carrière dans un groupe du CAC 40, je me voyais être directeur de département, directeur technique, je me voyais faire un job comme ça. Et je me voyais faire ça, en gros, jusqu'à la fin de ma vie. C'était une perspective qui m'allait bien. Donc ça, c'est une précision importante parce que je pense que c'est également la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas réveillé un matin en vous disant tiens, je vais devenir entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Dans mon cas, ça s'est fait par la force des choses. Comment ça s'est fait? Donc jusqu'aux années 2016, à cette époque-là,
la seule vraie chose qui m'animait dans la vie à l'époque, c'était la séduction, c'était la drague. À l'époque, j'avais un journal de drague qui est dans l'espace formation de DDP. Hein, d'ailleurs, vous pouvez retrouver mon ancien journal de drague qui retrace 4 années de séduction, et c'est un journal sans filtre où je vous racontais mes péripéties de l'époque. Donc à cette époque-là, j'étais salarié à plein temps, je me posais même pas la question de si j'allais devenir entrepreneur ou pas. Cette époque-là, la seule chose qui me passionnait, c'était la séduction. Un jour, donc en 2016, j'ai décidé de créer un blog sur le sujet. C'est ainsi qu'est né dragueurdeparis.com, site que vous connaissez probablement tous désormais. Donc ce n'était au départ pas du tout un site d'entreprise, un site de coaching séduction. Au départ, Dragueur de Paris était un blog. L'objectif était uniquement, et je le dis de manière un peu cash, à l'époque, mon objectif, c'était de faire de la provoque. C'était la seule chose qui m'intéressait, c'était de faire du bruit, de faire de la provoque, etc. Parce que ça m'éclatait, parce que c'était une période un peu bad boy à l'époque, et c'était mon kiff. Et aussi parce qu'à l'époque, c'était une autre raison pourquoi je me suis fait chier à créer un blog, parce qu'à cette époque-là, donc j'avais un journal de drague qui était sur un autre site. Et en fait, c'est un journal qui commençait à gagner en popularité, de façon assez folle avec le temps, au point que mon journal devenait de plus en plus borderline à l'époque, parce que j'étais vraiment, je vous le dis, j'étais vraiment dans un mood de provoque. Et je sentais qu'il y avait un risque que mon journal ferme du jour au lendemain. Donc pour me prémunir de ce risque, en bon ingénieur, j'anticipe les risques, j'ai décidé de créer un blog. Et en fait, les articles qu'il y avait sur le blog à l'époque n'étaient rien d'autre qu'un copier-coller de mon journal de drague. Voilà comment a démarré Dragueur de Paris. En plus, pour vous dire à quel point j'étais dans la provoque à l'époque, le logo que j'avais décidé d'afficher sur le site, Dragueur de Paris, c'était un homme qui prend levrette une femme, et cette femme est appuyée sur la tour Eiffel avec un fond rouge, et c'était ça le logo de l'époque. Et donc je peux vous dire que quand il y avait des gens qui tombaient dessus, ils se disaient qu'est-ce que c'est que ce site, c'est du scam, c'est quoi? Ça, tous les mecs, tous ceux qui parmi vous se promènent sur Dragueur de Paris, parce que je sais qu'il y en a, il y en a plusieurs. Des fois, vous promenez sur DDP, vous dites ouais, on dirait un site, c'est du scam. Et les gars, vous avez pas vu le site de l'époque, hein. En 2016. Ah, mais 2016, c'était le logo, c'était un mec qui prend en levrette une meuf contre la tour Eiffel. C'était ça, le logo de l'époque. Un site qui s'appelle Dragueur de Paris avec des grosses flèches rouges qui clignotent. Dernier article, clique ici, machin. À l'époque, c'était ça, le site. Donc, je vous le dis, l'époque. D'ailleurs, ça me manque un peu cette époque-là. C'était vraiment l'époque ultra underground où j'aimais faire du sale, quoi. Et des fois, j'y pense. Des fois, je me dis, tiens, est-ce que je devrais pas créer un autre site avec des énormes flèches rouges, des photos de bombes nucléaires, des photos ultra hautes, machin, juste pour me marrer, parce qu'à l'époque, ça me faisait marrer. Donc, j'ai créé ce blog-là, et au bout d'un moment, les mecs m'ont dit ouais Mike, est-ce que tu peux écrire un e-book machin, parce qu'à l'époque les e-books, aujourd'hui chez DDP toutes les formations sont en format vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2016 les formations vidéo ça n'existait pas, ou quasiment pas. À cette époque-là c'était les e-books. Donc du coup les personnes qui me suivaient à l'époque, qui étaient en fait des fans, me demandaient d'écrire un e-book, et c'est en fait comme ça que j'ai sorti ma première formation finalement sur la thématique de la séduction, qui a été le guide ultime des bars et de boîtes de nuit, puisqu'à l'époque je faisais beaucoup de bars et de boîtes de nuit en plus de Tinder. Et ça a été le premier truc que j'ai sorti, ça a été un gros succès d'ailleurs, c'était le premier truc qui a bien marché dans ce milieu-là. Et pas longtemps après, et là, ça a été le vrai déclencheur qui a fait que j'ai commencé petit à petit à switcher vers le mindset entrepreneur. Ce qui s'est passé, c'est que pas très longtemps après, je me suis mis en couple. Donc j'ai rencontré une femme, j'en suis tombé très amoureux. Ça a été, c'est probablement la femme que j'ai le plus aimée de ma vie. On a été ensemble pendant 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Voilà, je sais que parfois je donne un peu l'image de ouais, Mike il fait que draguer, machin. Alors je le cache pas, quand je suis célibataire, j'en profite, je m'amuse, et toutes les méthodes que je vous donne sur DDP, c'est des méthodes pour que vous aussi puissiez vous amuser. Par contre, quand je rencontre la bonne, quand je rencontre une femme dont je tombe amoureux, avec qui j'ai envie de faire ma vie, ou avec qui je me projette, ou des choses comme ça, là par contre, je suis d'une fidélité absolue.
Là, je coupe avec les autres nanas. Alors, ça veut pas dire que je vois aucune autre nana, je garde des amies filles, mais je ne vais plus draguer. Je vais pas courir après d'autres nanas. À chaque fois que je suis en couple, je me focalise sur le couple. Donc, du coup, ça veut dire qu'à cette époque-là, bah, comme je faisais beaucoup de séduction, quand je me suis engagé dans cette relation de couple, j'ai complètement arrêté tout ce qui est Tinder compagnie, forcément. Et du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre. Et comme je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et que j'aime pas rester à rien faire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et à cette époque-là, j'étais toujours approché par mes fans de l'époque qui me demandaient des conseils, qui me demandaient aussi du coaching, qui me demandaient, ouais, est-ce que je peux faire un coaching avec toi, etc. En fait, c'est naturellement que j'ai bifurqué vers le coaching. Donc, j'ai commencé à faire du coaching. Au début, c'était un petit peu for fun, et puis ensuite, ça s'est professionnalisé progressivement. Au fur et à mesure également, les mecs m'ont demandé déjà aussi comment j'ai créé les premières formations en ligne de DDP. En fait, c'est simple, c'est au début, j'ai commencé par faire du coaching, mais très très vite, comme j'avais un CDI à côté, j'étais limité par le temps. Je ne pouvais pas accepter tout le monde, j'avais trop de demandes, donc c'est là que j'ai commencé à bien monter les prix. Mais même malgré ça, j'avais beaucoup de demandes. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée en fait de synthétiser les méthodes Actinder et La Réplique qui ont été les premières que j'ai sorties, parce que ça a été un moyen de démultiplier mon enseignement pour en faire profiter des centaines, voire des milliers de mecs, sans devoir être de 8 heures du matin à 2 heures du matin en coaching. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, petit à petit, le truc a pris de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de monde qui allait sur le site. Je rencontrais des partenaires qui me disaient « Ouais, c'est trop bien, Mac, tes méthodes, c'est un truc de ouf, machin. » Donc, moi, ça me donnait envie de continuer là-dedans. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Et au bout d'un moment, DDP a atteint une taille tellement critique que j'ai été obligé de faire un choix. C'est-à-dire que ce n'était plus possible pour moi de faire à la fois mon travail en CDI à côté et DDP à côté. Donc, il a fallu que je fasse un choix. C'est-à-dire que soit je me focalise sur mon travail en CDI, donc à la Direction Générale de l'Armement, et je reste focalisé dessus, mais DDP, je peux pas continuer, donc soit je le revends, ou soit je mets en pilotage automatique ou autre, soit je mets un terme à ma carrière d'ingénieur, chef de projet, etc. Et je me focalise à 100% sur DDP. Ce qui m'amène au point central. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux pour vous de devenir entrepreneur, freelance, ce que vous voulez, ou bien de rester salarié en CDI? En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est là que je vais pouvoir faire la réponse à la personne qui m'a envoyé ce message. C'est important de connaître... Ça, c'est peut-être un peu pompeux dit comme ça, mais c'est hyper important. C'est important de savoir pourquoi vous vous levez le matin, quel est votre but dans la vie, et surtout, qu'est-ce qui vous stimule dans la vie. Qu'est-ce qui vous stimule? Et moi, je me connais, ce qui m'a aidé, il y a eu plein de variables. Mais moi, une des raisons de me lever le matin, et DDP est en grande partie conçu comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que DDP continue d'évoluer avec le temps et continuera d'évoluer avec le temps. Quelque chose qui me stimule, c'est l'accomplissement personnel et le défi. C'est-à-dire de sans arrêt repousser les limites, de sans arrêt aller plus loin, de sans arrêt faire ce que je pensais ne jamais pouvoir faire des choses que je pensais impossibles. C'est comme ça que je suis rentré dans la communauté de séduction, d'ailleurs. Je suis rentré en 2008. En 2008, à l'époque, tout le monde me disait que j'avais raté ma vie, que personne ne voudrait de moi, que je suis gay, que je vais me suicider ou j'en sais rien. In fine, et notamment en séduction, tout le monde me disait à l'époque laisse tomber Mike, aucune femme voudra de toi, etc., etc. In fine, je suis sorti avec des mannequins, des canons de beauté, des femmes que je pensais ne jamais pouvoir séduire à l'époque, et des femmes que personne ne m'aurait cru capable de séduire à l'époque. Et moi, c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de faire des choses où tout le monde vous donne perdant à l'avance. Quelqu'un qui te dit tu pourras pas séduire cette femme. Tu pourras pas être musclé. Tu pourras pas monter une boîte. Tu pourras pas faire ceci. Tu pourras pas faire cela.
Ça, c'est un énorme driver pour moi et ça a été la première des motivations. Parce que, évidemment, monter une entreprise, c'est le défi d'une vie. Moi, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'a motivé à faire ce choix-là. Parce que après 10 ans d'ingénierie et dans l'industrie aéronautique, je le dis d'emblée, j'ai adoré ces 10 années. C'est pas le problème. Le truc, c'est que après 10 ans à faire ingénieur chef de projet, globalement, j'ai un peu fait le tour du métier. Et surtout, j'avais une grande frustration dans cette branche d'activité, c'est la lenteur. La lenteur de l'évolution de carrière, la lenteur des projets. Putain, je rejoignais des projets, ça prenait 15 ans. Les projets dans l'aéronautique sont excessivement longs. Quand j'étais à Direction Générale de l'Armement, je suis arrivé en 2016 sur un programme multi-européen. Un programme qui était déjà en retard de 2 ans. Il aurait dû sortir en 2015 ou 16, je crois. Et finalement, ça a été lancé en 2019. Donc, c'est en retard. La date de sortie du produit, c'était 2025. Finalement, ce sera 2028. Mais à mon avis, ce sera 2031 ou 2032. Parce qu'évidemment, ces couillons, ils vont tous être en retard, comme d'habitude. C'est des cycles extrêmement lents parce qu'en 2032, quand le produit va sortir, j'aurai quel âge? En 2032, j'aurai plus de 40 ans. C'est excessivement frustrant. Est-ce que j'ai envie d'attendre 10 ans, 15 ans que le produit sorte? Non. Donc pour moi, c'était une énorme source de frustration, c'est-à-dire de travailler. Oui, travailler dans des grandes boîtes, c'est sympa. Le problème, c'est que les projets, les programmes sont excessivement longs et moi, je détestais ça. Ça me saoulait. Ça n'avançait pas, c'était des réunions à rallonge. Et grosso modo, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de quelque chose de plus stimulant. Parce que ça, c'est un peu Beaucoup de monde rêve de travailler dans des grands groupes. Ça a été mon rêve pendant longtemps. Travailler dans des grands groupes, c'est bien pour le prestige. Si vous voulez le prestige, je vous le dis d'entrée, ne devenez pas entrepreneur. Déjà parce que la grosse majorité des entrepreneurs échouent, ça il faut le savoir. Si vous recherchez le prestige, travaillez pour une grande entreprise du CAC 40 et restez-y, faites carrière dans ces groupes-là. Là, vous aurez du prestige. Parce que vous avez évidemment plus de prestige à bosser, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire. Vous avez plus de prestige à être directeur technique chez Airbus que directeur chez DDP. C'est une évidence. Entre un groupe comme Airbus et DDP, je vais pas vous dire DDP machin. Non, évidemment, Airbus a plus de prestige, on va pas se mentir. Et si vous recherchez le prestige, restez dans les groupes du CAC 40 parce que c'est ça qui va vous apporter le prestige. Mais moi, le prestige, c'est pas quelque chose qui m'attirait en premier. Alors évidemment, la notion de prestige, on y est tous sensibles, mais moi, c'était pas une donnée prépondérante. Et du coup, ça a beaucoup pesé dans mon choix. Moi, je préfère la stimulation, le défi et la prise de risque plutôt que le prestige de rester dans une boîte où je me fais chier. Donc ça a été un premier driver. Ensuite, il y a un deuxième driver, et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que vous oubliez tous, c'est la passion. Beaucoup d'entrepreneurs veulent uniquement devenir entrepreneurs pour l'argent. Et à mon avis, c'est une mauvaise motivation. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes motivé que par l'argent, vous serez mauvais. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Pendant des mois, vous allez travailler dur et vous allez rien gagner. Parce que DDP, c'était ça pendant longtemps, hein. Qu'est-ce qui a fait que DDP a atteint la taille que ça atteint aujourd'hui? C'est avant tout la passion. Parce que vous vous rendez pas compte, mais les centaines d'heures que j'ai passées sur ce projet, en bossant gratuitement, parce qu'au début, ça me rapportait pas une thune. Et puis ensuite, évidemment, ça rapportait de l'argent, mais c'était des dizaines ou des centaines d'euros. C'était rien du tout, quoi. Et ce qui m'a permis de faire ça pendant aussi longtemps, c'est la passion. Parce que la séduction, ça me passionne. Parce que le développement personnel, ça me passionne. Parce que aider des mecs à changer de vie, ça me passionne. Pourquoi ça me passionne? Je suis pas en train de vous faire un discours pompeux. Ça me passionne parce que j'ai fait moi-même ce parcours. Parce que ça fait 14 ans que je suis dans la communauté de séduction. Parce que des mecs passer de moches, timides, dégueulasses à des hommes à femmes, j'en ai vu des dizaines. J'ai vu des dizaines le faire. La communauté de séduction, c'est vraiment un milieu très particulier parce que c'est un milieu de passionnés. C'est des mecs qui sont passionnés par tout ça, par le développement personnel, etc. Et du coup, c'est ce qui a beaucoup pesé dans mon choix, c'est que du coup, ce qui m'a motivé à passer à plein temps sur DDP, c'est de pouvoir exercer dans un domaine qui me passionne véritablement. Si aujourd'hui, je continue de vous parler de séduction, c'est parce que ça me fait marrer, ça me passionne comme domaine. Alors que si je n'étais intéressé que par l'argent, que j'en avais rien à foutre de la séduction, je pense que j'aurais changé depuis longtemps d'activité. Parce que
vous vous en rendez pas compte. Mais quand vous gérez une entreprise, c'est tellement de merde qui vous tombe dessus toute la journée qu'en fait, si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez littéralement devenir fou. Donc ça, c'est une vraie question que vous avez à vous poser si vous voulez monter votre boîte ou devenir freelance. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Et c'est important de faire les bons choix avec ça, parce que si vous n'avez pas la fibre, si vous n'avez pas la passion du truc, vous allez tenir pendant un certain temps, mais il y a un moment où vous allez lâcher, parce que vous allez lâcher pendant ce qu'on appelle la traversée du désert de l'entrepreneur, qui sont ces longues périodes où vos résultats stagnent, où vous perdez de l'argent, ou ce genre de conneries. Et si vous n'avez pas la passion à quoi vous raccrocher, tout simplement, vous allez couler. Ensuite, troisième chose également qui pèse beaucoup sur si vous voulez devenir entrepreneur ou salarié, c'est votre capacité à vivre avec l'incertitude. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez une image de l'entrepreneur. Ouais, l'entrepreneuriat, t'es indépendant, t'as pas de patron, c'est la liberté, ceci, cela. Oui, sur le papier, c'est comme ça. Mais je vous assure, entrepreneur, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et j'ai cru aussi, en devenant entrepreneur, que ouais, sa liberté de ouf, machin. Alors oui, il y a une certaine liberté, mais cette liberté, elle est difficile à acquérir. Et puis surtout, c'est une liberté que vous n'avez jamais totalement. Parce que, qu'est-ce que c'est la vie d'un salarié? La vie d'un salarié, c'est vous travaillez du lundi au vendredi, les week-ends, personne vous fait chier. Les week-ends, vous faites ce que vous voulez, vous allez au resto, vous bougez, vous allez à droite, à gauche, machin. Vous avez juste l'obligation de travail du lundi au vendredi. Mais vous avez cette tranquillité d'esprit qui est que quand vous quittez le bureau le vendredi soir, vous êtes tranquille jusqu'à lundi. Ça, je me suis rendu compte, je me rendais pas compte sur le moment, mais c'est quand je suis devenu entrepreneur que je me suis rendu compte de ce confort-là qu'on a en tant que salarié. Parfois d'ailleurs, je vous le dis honnêtement, parfois cette époque-là me manque un peu. C'est-à-dire cette époque où je quitte mon bureau à 17h le vendredi soir, et où quand je quitte le bureau pour prendre le métro, dans ma tête, j'ai ce sentiment de libération parce que je me dis, ça y est, c'est vendredi, je vais rentrer chez moi, je vais bouffer, je vais picoler, je vais appeler mes wings, on va sortir draguer, ça va être marrant. Je sors le vendredi soir jusqu'à 2h, 3h du matin. Parfois, je rentre avec une nana, parfois pas. Je me lève le samedi jusqu'à 13h, je fais des trucs l'après-midi, puis on ressort le samedi soir. Et le dimanche, je geek ou je joue à des potes, machin et tout. Et j'avais ce sentiment de libération à chaque fois les week-ends. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas ce sentiment de libération. Quand vous êtes entrepreneur à plein temps. Vous avez un travail à plein temps. Parce que vous ne contrôlez pas ce qui peut se passer les week-ends. Je vous donne quelques exemples qui me sont arrivés récemment. Il y a quelques semaines, le site a été crashé en plein samedi parce que il y a mon site est géré par un webmaster aujourd'hui, et il y a une stagiaire qui a fait une fausse manip sur le site, qui s'en est pas rendu compte. Ça a complètement craché le site. Il a fallu faire une restauration. C'était chiant, ça a été stressant. Et grosso modo, pendant à peu près 36 heures, le site était erreur 404 inaccessible. Et je peux vous dire que déjà, j'ai eu de la chance. C'est moi qui m'en suis rendu compte. C'est-à-dire, si j'étais pas allé me promener sur le site, je m'en serais pas rendu compte. Et ça, c'est le genre d'emmerde qui tombe toujours au plus mauvais moment. Comme par hasard, le site, il est crashé le week-end parce que la stagiaire a fait la connerie vendredi soir, en gros. Ça, c'est le genre d'emmerde, je vous assure, c'est pas exceptionnel. S'il y a des entrepreneurs qui écoutent cet audio, je pense que vous avez confirmé, c'est tout le temps des emmerdes comme ça qui vous tombent dessus, comme par hasard, les week-ends. Et vous devez soit les gérer vous-même, soit payer des gens pour les gérer. Et donc ça, c'est un exemple, le site web. Où une fois, on a eu ça il y a quelques mois. Il y a un mec, je sais pas comment, il est, je crois que j'ai jamais su d'ailleurs, parce qu'il m'a jamais dit, c'est un truc, pareil, je sais pas d'où ça sort. J'étais au resto avec une meuf, samedi soir, et il y a mon téléphone qui sonne, en clair, hein, c'est pas un numéro masqué, je précise, je fais, tiens, qui c'est? Je décroche. Et ben en fait, c'est un mec, un client, qui venait d'acheter la formation Actiner & Co, qui s'est trompé dans son adresse email, qui du coup n'a pas eu ses accès.
et qui m'a appelé directement pour me dire bande d'enfoirés, vous êtes des arnaqueurs, j'ai pas mes accès, remboursez-moi, machin. En fait, quand on est intervenu, en fait, on s'est rendu compte qu'il s'est juste trompé dans l'adresse email. C'est juste ça. Et le mec m'a appelé à 19h30, 20h. J'étais avec une nana en train de dîner. J'étais au resto. Et je sais pas comment il a fait. Il a retrouvé mon numéro et il m'a appelé directement. Je peux vous dire, j'étais très énervé quand on me dérange dans ma vie personnelle comme ça. Ça, c'est un autre exemple. Et vous avez tout le temps, voilà, des demandes urgentes qui vous tombent le week-end, ou vous avez des mecs qui viennent vous demander des trucs, etc. Donc, en gros, quand vous êtes entrepreneur, c'est une discipline qui demande beaucoup d'efforts que de couper les week-ends. Vous n'êtes jamais complètement tranquille quand vous gérez une boîte. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Votre site peut cracher à n'importe quel moment. Un collectif de féministes ou je sais pas quoi peut s'en prendre à vous à n'importe quel moment. Un client peut vous gueuler dessus à n'importe quel moment parce qu'il n'a pas reçu ses accès, parce qu'en fait, il s'est trompé dans son adresse email, etc., etc. Et ça, on ne s'en rend pas compte quand on est salarié et qu'on veut devenir entrepreneur parce que vous êtes tombé sur des vidéos YouTube, vous dites « Ouais, entrepreneur, c'est la liberté, machin. Mon cul, c'est liberté sur le papier. » Mais dans les faits, vous avez cette charge mentale qui est omniprésente. Et la vraie question à vous poser, c'est êtes-vous prêt à vivre avec ça, avec cette charge mentale permanente et surtout avec ces incertitudes? Parce que peut-être vous allez vous dire, ouais, je vais pas être chef d'entreprise, embaucher des gens, je vais devenir freelance, comme ça on me fait pas chier. Ouais, sauf que quand vous êtes freelance, vous travaillez pour des clients. Les clients peuvent vous écrire les week-ends, les clients peuvent vous demander des trucs. Êtes-vous prêt à accepter ça? Pareil, c'est à vous de voir. Bien sûr, quand vous êtes freelance, vous pouvez gagner plus, on va pas se mentir, on peut gagner beaucoup plus d'argent que quand on est salarié, mais ça se fait à ce prix-là. Ça se fait au prix de cette charge mentale supplémentaire, de cette disponibilité supplémentaire. Êtes-vous prête à la supporter ou pas? C'est un choix que vous devez faire. Ensuite, il y a également la résistance à l'incertitude économique. Ça, c'est un énorme facteur dans votre choix si vous voulez devenir indépendant, chef d'entreprise ou rester salarié. Êtes-vous prêt à vivre avec l'incertitude économique qui est complète, permanente et avec laquelle vous devez vivre? C'est-à-dire qu'en gros, quand vous devenez chef d'entreprise indépendant, je caricature, mais c'est un peu ça, vous ne savez pas combien vous allez gagner ce mois-ci. C'est une incertitude complète. Il y a des fois, vous dites ça va être un mois de merde et en fait, vous faites un très bon mois. Et des fois, vous dites ah tiens là, on va faire un bon mois et en fait, vous divisez par 3 le chiffre que vous pensez faire. Et vous devez vivre avec ça. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes soumis aux aléas. Il y a une banque, comme là, il y a une banque qui a fait faillite il y a pas très longtemps. Ça peut avoir des impacts sur votre clientèle. Il y a des gens qui peuvent flipper, qui disent ah mon Dieu, c'est la crise, ils arrêtent d'acheter. Et vous devez vivre avec ça. Quand vous êtes indépendant, quand vous êtes freelance, vous devez vivre avec le fait que votre client peut couper du jour au lendemain votre contrat à n'importe quel moment sans avoir besoin de se justifier et sans avoir une quelconque indemnisation parce que ça fait partie du freelancing. Le modèle du freelancing, c'est un modèle qui, quand vous êtes indépendant, d'un côté, le gros avantage, c'est la liberté d'organisation et la flexibilité parce que vous n'avez pas de rapport de subordination, donc vous faites ce que vous voulez. Par contre, l'inconvénient, c'est que vos contrats peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Êtes-vous prêt à vivre avec ça? C'est une vraie question. Et pareil en tant que chef d'entreprise. Incertitude économique, aléas, les up and down, etc. Êtes-vous prêt à vivre avec cette charge mentale permanente et surtout cette incertitude permanente que vous n'avez pas quand vous êtes salarié? Et ça, je m'en rends compte avec le recul, c'est c'est agréable honnêtement. Quand vous êtes salarié, vous avez le même salaire à la fin du mois. Alors bien sûr, votre salaire va pas se faire plus 20, plus 30, plus 40%, sauf si vous démissionnez bien sûr, mais vous avez cette stabilité. Et si en plus vous avez des primes, bah, c'est le jackpot. Et vous avez ça tous les mois. Donc derrière, c'est un trade-off à faire. Quand vous êtes salarié, vous avez l'avantage de la flexibilité. Par contre, vous n'allez pas, à moins de devenir directeur compagnie, vous n'allez pas atteindre de gros revenus. Par contre, vous êtes à peu près tranquille. Alors que quand vous êtes freelance indépendant, oui, vous pouvez gagner beaucoup plus, mais vos revenus font du yo-yo permanent et vous devez être capable de vivre avec ça et surtout, vous devez être capable de traverser les crises. Ça, c'est un conseil qui m'a été donné
par un chef d'entreprise. Il m'avait dit, une bonne entreprise, c'est pas une entreprise qui fait to the moon ou qui génère des milliards ou machin. Une bonne entreprise, c'est une entreprise qui traverse les crises. Parce que, déjà, vous le savez peut-être pas, mais la grosse majorité des entreprises ferment dans les premières années de leur création. Et ensuite, pour celles qui survivent, le but d'une entreprise ensuite, c'est de survivre. Parce que le marché change, le monde change. Regardez des anciennes boîtes comme, par exemple, si vous vous intéressez à la photographie, par exemple, vous avez entendu parler de Kodak, à mon avis. Kodak, Motorola, etc. Des entreprises qui étaient très puissantes il y a 15-20 ans. Kodak, c'était le leader de la photographie. Ils se sont fait défoncer parce qu'ils n'ont pas survécu au changement, à l'arrivée de la photographie numérique. Motorola, Nokia, ils se sont fait défoncer quand Apple est arrivé. Et personne n'a vu venir Apple. Apple les a défoncés en 2-3 ans. Alors qu'avant ça, c'était vu comme des kings de la téléphonie. Pareil pour BlueBerry. BlueBerry à l'époque, en 2005, BlueBerry, tout le monde voulait, BlackBerry, pardon. Tout le monde voulait un BlackBerry en 2005. Même moi, je voulais un BlackBerry, je m'en rappelle. Parce que les BlackBerry, c'était les téléphones pro, ça faisait sérieux. On dit, ouais, t'as un BlackBerry, ça veut dire t'es un mec bien, t'es un cadre qui a réussi, machin. Ça, c'était ça en 2005. Mais après, 2008, BlackBerry, ça n'existe plus. Je crois qu'ils ont fait faillite. Ou presque. Ils ont perdu 99% de part de marché. Ils n'ont plus rien aujourd'hui. Et vous devez vivre avec ça, même quand vous êtes le PDG d'une grosse boîte comme BlackBerry, Kodak, etc. Vous pouvez tout perdre en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. Il y a un concurrent qui peut débarquer avec un truc mieux que vous et vous éclater la figure. Il y a le contexte économique qui peut changer, les gens arrêtent d'acheter chez vous et vous perdez tout, etc., etc. Et quand vous êtes chef d'entreprise, vous devez vivre avec ça. Vous devez vivre avec cette incertitude. Donc, tout ça pour dire, si on revient par rapport à la question de mon client, est-ce que, donc lui aujourd'hui, il m'a dit qu'il faisait du trading, en plus du fait d'être salarié à côté. Bon, trading, j'y connais pas grand-chose, mais pourquoi pas. Trading, ça me paraît quand même assez ambitieux, parce que trading rime avec incertitude, par définition. Donc la question à se poser, c'est, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous anime dans la vie ? Pourquoi vous vous levez le matin? Et êtes-vous prêt à vivre avec les incertitudes, etc. Êtes-vous quelqu'un qui aimait prendre des risques? Êtes-vous également un bosseur? Parce que oui, il faut être un putain de bosseur quand on monte sa boîte ou quand on est un freelance. Si vous voulez rester aux 35 heures, je vous le dis d'avance, restez salarié. Ne devenez pas freelance ou chef d'entreprise parce que vous travaillerez beaucoup plus que 35 heures. 70 heures, 80 heures, 90. J'ai déjà fait des semaines à 100 heures. Ça m'est déjà arrivé. Je le fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais plus parce que j'ai quand même pris de l'âge et c'est quand même un peu fatigant avec le temps. J'ai déjà fait des semaines où j'ai bossé 100 heures. Quand c'était des semaines intensives, quand je sortais une nouvelle formation, quand je sortais un nouveau truc ou qu'il y avait 3 projets à lancer en même temps. Mais j'arrivais à le faire parce que j'ai cette passion pour ce métier. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je suis animé par le défi, parce que je suis animé par le fait de réaliser des choses que tout le monde pensait impossibles, où tout le monde te donne perdant. Je vous le dis, ça fait partie de mes motivations. J'ai un malin plaisir à donner tort à des personnes qui vous pensent perdants dès le départ. J'ai un putain de plaisir à ça. Et ça a été un motivateur pour beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'aime toujours repousser les limites. Mais après ça, c'est mon caractère. Peut-être que c'est pas le vôtre. D'où j'en reviens à la question. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Quelle est votre valeur également? Ça, on va en parler parce que c'est important. Quelle est votre valeur la plus importante? Pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, freelance, etc. Est-ce que vous cherchez à gagner le plus d'argent possible? Est-ce que vous cherchez l'indépendance? Est-ce que vous cherchez la liberté? Est-ce que juste vous voulez vivre de votre passion? Est-ce que vous voulez juste faire autre chose? Est-ce que vous voulez avoir également la possibilité de travailler n'importe où dans le monde pour ce que vous faites? Ça a été une autre motivation aussi pour moi. Parce que ça, je vais vous faire la liste de toutes les motivations sur pourquoi je suis devenu entrepreneur. J'en ai donné plusieurs déjà. Et il y en a une, ça a été en 2019, c'était fin 2019, je crois.
C'était pas très longtemps après ma séparation avec mon ex-copine. J'étais parti en Bulgarie avec mon partenaire avec qui on voyage assez souvent, mon acolyte, comme je dis. Et donc c'était un week-end de 2 jours là-bas. Et j'avais rencontré une nana. Extraordinaire. Oh putain. Oh, je vous jure. Un truc de ouf. On arrive le vendredi soir, on prend les taxis, machin. On arrive au Airbnb, on fait atelier Tinder, on commence à se bourrer la gueule, machin. Donc on se marre bien. Et parmi ma collection de matchs, je regarde mon partenaire, je lui montre la nana que je voulais le plus voir. Et je le regarde, je lui dis, putain mec, si j'arrive à la dater, elle, je suis le mec le plus heureux. Et devinez qui j'ai eu en date? Bah vous avez deviné. Et la nana, je descendais de l'avion, c'était 3 heures plus tôt. Je savais pas du tout où l'emmener, parce que je connaissais pas la ville. Donc du coup, la meuf, je lui ai demandé, tiens, c'est quoi préféré, machin et tout. Elle m'a proposé un bar-boîte. Moi, j'ai dit, ouais, vas-y, ok, je suis déjà allé, c'est pas mal et tout. J'ai fait un peu genre le mec qui connaît et tout. Et on se donne rendez-vous là-bas et on fait un date dans un bar-boîte et tout. Et j'en garde un souvenir émotionnel assez fort parce que c'était un putain de rendez-vous. La meuf, elle cochait toutes les cases, était en or, elle était putain de canon, elle embrassait bien, tout ce que vous voulez. Donc on a fait le date là-bas, on s'est roulé des pelles et tout. Et après on a fait l'after party. Chez elle. J'ai fait venir mon partenaire, il y avait la copine à ma pote. Manque de peau, la copine de ma pote, elle plaisait pas à mon partenaire, donc du coup, il s'est rien passé. Et on a fait l'after chez elle, et puis à un moment, sa pote, elle allait se coucher, puis elle a commencé à me branler dans la salle de manger, puis après, on allait baiser et tout. Et la meuf, complètement libérée sexuellement, elle m'a sorti sa collection sextoy, et du coup, on s'est éclaté comme des oufs. Et le lendemain, il y a sa pote qui se réveille, il y a une autre pote qui vient à elle, on prend le petit déjeuner. La meuf, elle s'affiche avec moi, genre, je sais pas, elle me quinoa un peu, elle m'embrasse devant ses copines et tout. Donc je sens qu'elle est quand même fière qu'on soit là et tout. Et on remet ça le lendemain. Elle me réinvite à une soirée où il y avait ses copines. Et en plus, c'est drôle. C'est là que j'ai un petit peu compris ce qu'elle a dû dire avec ses copines. J'arrive à l'apéro. Son club de copines me regarde et il y a sa meilleure pote à côté qui me regarde et qui fait « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» avec un accent bulgare, donc c'était drôle. Et en fait, j'ai un peu compris, je pense qu'elle a raconté un peu la baise, comment ça s'est passé, et je pense qu'elle a kiffé parce que du coup, on a remis ça. Et c'était extra. Et le problème, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir entrepreneur, c'est que donc c'était un dimanche. Et j'étais obligé de rentrer en France parce que lundi, il fallait bosser. Il fallait bosser au bureau, il fallait retourner au bureau, etc. J'avais quand même la chance d'avoir un poste où j'étais relativement autonome, mais je devais faire acte de présence physique au travail. C'est d'ailleurs pour ça que dans la conception même de mon entreprise et de DTP, je prône un fonctionnement en remote et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas et je ne veux pas de bureau physique. Pourquoi je ne veux pas de bureau physique et mettre toute la boîte dedans, etc. Parce que j'ai pas envie de revivre justement le fonctionnement qui, moi, me gênait à l'époque de mon ancien employeur, c'est-à-dire l'obligation d'être physiquement à un endroit du lundi au vendredi. Ça, c'est l'une des raisons également pour lesquelles je suis devenu entrepreneur, parce que je voulais créer mon cadre d'activité dans lequel je peux avoir la liberté et l'indépendance de faire mes propres choix. Ça, c'est quelque chose que je recherchais, qui m'a motivé dans ce choix-là. Parce que si c'était à refaire, en fait, c'est simple. Je m'étais dit, si à l'époque, j'étais déjà entrepreneur indépendant à plein temps, en fait, j'aurais pu choisir de rester en Bulgarie. Allez savoir ce qui se serait passé après. Je ne sais pas. Peut-être ça aurait rien donné, on s'en fout. Mais j'aurais eu cette liberté de pouvoir prolonger mon séjour en Bulgarie, revoir la meuf, voir ce que ça aurait pu donner. Et que ça aurait donné quelque chose ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Mais j'aurais pu faire ce choix et j'aurais pu voir ce qui aurait pu se passer. Chose qui était impossible avant puisque mon ancien travail m'obligeait à avoir une présence physique à Paris.
Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais, je ne fais que du remote. C'est justement pour avoir cette flexibilité de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. C'est d'ailleurs l'une des raisons également pour lesquelles j'ai régulièrement des propositions des personnes qui veulent travailler avec moi, qui veulent rejoindre l'équipe des DDP, pour avoir justement ce fonctionnement en remote, cette liberté du travail en remote qui fait que vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un PC et d'un téléphone si vous devez faire des appels. Et ça, vous en rendez pas compte, mais c'est une liberté de ouf. Et ça, c'est un truc qui me motivait beaucoup dans ce choix de devenir entrepreneur. Et cette anecdote-là, donc qui était fin 2019, a été l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ce switch. Encore une fois, on ne devient pas entrepreneur ou chef d'entreprise pour une raison. Je pense pas. Je pense que c'est pour une succession, une multitude de raisons. Et dans mon cas, ça a été une multitude de raisons. Une autre raison également, c'est quand j'ai commencé à sortir avec d'autres femmes chefs d'entreprise entrepreneuses. Parce que du coup, donc c'était quelques mois après ma rupture amoureuse de l'époque. J'ai décidé de relever encore d'un cran mes standards et j'ai commencé à sortir avec des femmes qui étaient chefs d'entreprise. Et ben j'ai vite compris que si je voulais avoir accès à ce type de nana, rester simple ingénieur, ça allait être un petit peu compliqué. Donc du coup, je l'ai vu comme un challenge positif, c'est-à-dire que c'était l'occasion pour moi d'augmenter ma valeur pour avoir accès à d'autres choses. Bon, déjà côté femme, de pouvoir justement garder ce type de femme, puisqu'ensuite j'ai été plusieurs fois en couple avec des chefs d'entreprise, chose qui aurait été impossible si j'étais resté ingénieur, bicose, hypergamie, etc. Mais aussi quand vous êtes chef d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès dans votre cercle social à un panel de personnes que vous n'auriez jamais pu rencontrer si vous étiez ingénieur. J'ai rencontré des dizaines de freelance, de chefs d'entreprise, d'investisseurs, etc. Des mecs à projet, des mecs ambitieux, des mecs qui veulent monter des trucs. Pareil, à Varsovie, j'ai rencontré des Américains qui sont dans la séduction aussi. J'ai rencontré un mec d'Australie également. Et tout ça a été possible parce que justement j'ai choisi de devenir chef d'entreprise. Donc c'est aussi l'une des motivations. C'est parce que j'ai cette ambition de rencontrer, de faire des projets avec des personnes qui voient loin, avec des personnes qui sont ambitieuses, avec des personnes qui ont envie de faire des choses. Et ça, c'est quelque chose également qui est rentré en compte dans la réflexion. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense qu'on a été relativement exhaustif. J'étais plus long que ce que je pensais d'ailleurs pour cet audio. Donc, il y a pas de, là où je tiens à être clair, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est-à-dire, rester salarié, c'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai rencontré d'anciens chefs d'entreprise qui sont redevenus salariés, qui sont devenus, je sais pas, directeurs techniques ou autres, parce que justement, ils ne supportaient plus cette charge mentale permanente, cette incertitude permanente. Et que ces personnes-là ont voulu retrouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et qu'ils ont choisi de redevenir salariés. J'en ai vu, ça se fait, ça existe, et pas qu'en France, ça se fait aussi à l'étranger. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Toutes les personnes qui disent « ouais, CDI, salarié, esclave, c'est de la merde, machin », ça c'est vraiment un débat à la con. Parce que si vous vous dites « je vais devenir entrepreneur, chef d'entreprise indépendant pour pas avoir de patron », vous vous foutez le doigt dans l'œil, je vous le dis d'avance. Quand vous êtes salarié, qui est votre patron ? Vous allez me dire, c'est votre patron. Voilà, vous me suivez. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, c'est qui votre patron ? Réfléchissez 2 secondes. En fait, vous avez plusieurs sous-patrons. Vous avez vos clients et surtout, vous avez l'État. Vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes une cible pour l'État. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit ouais, mais les gars, les coachings c'est cher, etc. Alors oui, les coachings sont chers, on s'en cache pas, on est les plus chers du marché, surtout sur DDP, mais aussi sur mon cabinet de copywriting, on a des pricing qui sont chers. Mais pourquoi on est cher aussi ? Bon, déjà c'est l'offre et la demande, forcément, mais il y a aussi quelque chose que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, 70% de vos revenus sont ponctionnés par l'État. Déjà, rien qu'avec les TVA, c'est 20% qui disparaissent. Ensuite, vous avez tout sans rentrer dans le détail, si je repense à mon dernier bilan comptable,
90% des dépenses d'une entreprise, c'est 2 postes de dépenses. C'est 1, l'État, 2, les gens. Donc les gens qui travaillent dans la boîte. Tout ça, c'est 90% des dépenses. Et quand vous êtes chef d'entreprise, 70% de vos revenus part en taxes. TVA, impôt sur les sociétés. Si vous reversez derrière, vous prenez soit la flat tax à 30% ou soit l'impôt sur le revenu. Donc, c'est-à-dire que vous faites reponctionner entre 30 et 45% suivant votre tranche marginale d'imposition. Ensuite, vous avez les autres conneries, CFE, etc. Vous avez, quand vous embauchez également, ça vous en rendez pas compte. Putain, quand j'ai embauché mon premier salarié, mais j'avais envie de crier. Quand vous embauchez un salarié, vous prenez son salaire fixe, vous multipliez par un peu plus de 2. Ça vous donne une idée en prenant en compte les coûts indirects de ce que vous coûte la personne. Parce que derrière, il y a les charges patronales, il y a les charges machin, mais il y a des trucs genre la contribution, je sais pas, l'inspection du travail, des machins, des taxes, je savais même pas que ça existe. C'est mon expert comptable qui me poussait ça, mon expert comptable qui là, tiens, il y a 200 balles à payer au titre de machin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, ah, mais là, c'est pour l'inspection du travail. Tiens, là, c'est pour l'inspection médicale. Tiens, là, c'est pour la mutuelle, la prévoyance, le machin. Ah, putain. Je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi il y a des mecs qui se barrent de France. Je vous jure, j'ai compris. Et j'exclus pas de le faire un jour d'ailleurs. J'y pense de plus en plus souvent. Je pense que ça finira par arriver un jour où soit je vais complètement foutre ma boîte ailleurs, ou soit je vais créer des filiales, je sais pas. Mais je vous jure, c'est frustrant quand vous vous faites ponctionner 70% de vos revenus par l'État. Et j'ai même pas pris en compte le fait de payer, de payer les gens. Donc, et c'est pour ça que quand vous créez une entreprise, vous êtes obligé de vendre cher. Parce que si vous n'en vendez pas cher, bah, vous faites pas d'argent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est quand vous avez la tête dans le guidon que vous en rendez compte. Donc l'État est votre patron quand vous êtes indépendant chef d'entreprise. L'État décide de tout pour vous. L'État vous ponctionne la majorité de vos revenus. L'État peut décider de vous contrôler à n'importe quel moment. L'État peut décider de vous faire chier également à n'importe quel moment. De temps en temps également, vous recevez des courriers de l'État dans lesquels vous devez justifier des transactions, vous devez justifier tel ou tel truc. Et si vous le faites pas, je peux vous dire qu'ils vont vous faire chier derrière. Et vous avez tout ça à gérer également quand vous êtes indépendant. Donc, ne vous trompez pas de combat. Ça c'est un vrai conseil que je vais vous donner. C'est un conseil en or. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous diront ça. Ne vous trompez pas de combat. N'ayez pas pour combat de ne pas avoir de patron. Parce que quoi que vous fassiez, vous avez un patron. Et je vous l'ai dit, quand vous êtes entrepreneur, l'État est votre patron. Sauf peut-être si vous allez, j'en sais rien, à Dubaï ou machin, comme le font beaucoup de mes connaissances. Il y a beaucoup qui vont à Dubaï les mecs, ils se font pas chier. Hein. Des fois, je me dis, est-ce que je devrais faire pareil? Je sais pas. Je suis jamais allé à Dubaï. Mais les mecs, ils se font pas chier. Donc voilà. Ne vous trompez pas de combat. Ne cherchez pas à devenir entrepreneur pour ne pas avoir de patron parce que vous allez être déçu. Vous allez vous rendre compte que vous aurez toujours un patron. Que ce n'est pas forcément celui que vous attendiez ou que vous voyez venir, mais que vous êtes toujours subordonné à quelqu'un. Et d'ailleurs, soit dit en passant, même imaginons, peut-être vous allez me dire, ouais, mais moi je crée une multinationale et puis faire ci, faire ça, machin. Quand vous êtes CIO d'une grosse boîte, que vous avez une boîte possédée par des actionnaires, votre patron, c'est les actionnaires. Donc, en fait, vous avez toujours quelqu'un. C'est ça qu'il faut vous rendre compte. Donc, je vous déconseille vraiment de devenir entrepreneur si c'est pour ne pas avoir de patron. C'est une mauvaise raison, selon moi. Une bonne raison de devenir entrepreneur, ça peut être l'une de celles que j'ai énumérées précédemment. Ça peut être par exemple cette liberté géographique absolue que vous avez en tant qu'entrepreneur et qui est pour moi l'une des premières motivations. Mais qui se paye au prix de la charge mentale, de l'incertitude, etc. Et si vous êtes prêt à vivre avec ça, bah effectivement, c'est possiblement un métier qui peut vous correspondre. Donc, voilà, ça fait 49 minutes quand j'enregistre. Je vais terminer cette dernière minute. Donc, en résumé, posez-vous les bonnes questions sur ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter? Qu'est-ce qui vous drive dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Et c'est tous ces choix-là. Et également, est-ce que vous avez la passion? N'oubliez pas le facteur passion qui est important. Est-ce que ce que vous voulez faire vous passionne ou pas? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Et ensuite, c'est une réflexion personnelle à avoir avec vous-même. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en début d'audio, être salarié, c'est ce qui correspond à mon avis à la majorité des gens, parce que je pense que la majorité des gens ne sont pas prêts à accepter les contraintes de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est réservé à une minorité de gens bizarres dont je fais partie. Donc voilà, si vous êtes aussi bizarre que moi, c'est un métier qui peut vous correspondre. Si vous êtes ambitieux, si vous avez envie de faire des gros projets, si vous avez envie de vivre une vie différente de la majorité des gens, si vous aimez le risque, si vous aimez le défi, si vous recherchez l'indépendance géographique, si vous recherchez également l'indépendance horaire, c'est-à-dire la liberté de pouvoir travailler à 3 heures du matin si ça vous chante, si vous recherchez tout ça, l'entrepreneuriat peut vous correspondre. Par contre, si vous préférez l'équilibre vie pro, vie personnelle, si vous voulez avoir une source de revenus stable chaque mois, quoi qu'il arrive, si vous voulez avoir une charge mentale allégée, si vous voulez vous sentir libre de faire ce que vous voulez les week-ends sans être dérangé par le boulot, dans ce cas-là, le salariat vous correspond plus. Également, si vous recherchez le prestige, je vous recommande de travailler dans des grands groupes parce que vous avez infiniment plus de prestige à travailler dans une grosse boîte du CAC 40 plutôt que à être freelance. Donc, si vous recherchez le prestige, je vous recommande également plus le salariat, à condition évidemment que ce soit dans une boîte intéressante. Voilà ma réponse à ce sujet. Sur ce, à vous de faire votre propre réflexion. Et dans les deux cas, quel que soit le choix que vous fassiez, c'est un choix qui vous est personnel et qui ne regarde que vous.